Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler de vendre son entreprise et on va faire ça avec Philippe Bonnet. Bonjour Philippe. Bonjour Antoine. Philippe Bonnet qui, comme d'habitude, est valorisateur d'entreprise et cofondateur d'Impactified. Alors pourquoi on parle de vendre des entreprises aujourd'hui, vendre son entreprise? Parce que c'est un sujet plutôt chaud. Les quantités d'entreprises qui sont à vendre sont plutôt en augmentation. Il y a, d'après les chiffres qu'on voit, plus de demandes que d'offres sur la vente des entreprises, ce qui veut dire que quand on vend son entreprise, on est dans une situation plutôt forte, à condition, bien entendu, d'être préparé. Et pour ça, il y a 3 conseils. Il faut être préparé, préparé et préparé. Et donc pour ça, on va en discuter tout de suite et on va en savoir plus avec Philippe dans un instant. Donc Philippe, aujourd'hui, on a 3 sujets comme d'habitude et ils sont plutôt sympas parce que les 3 sujets, c'est, préparer, préparer et préparer comme on vient de le dire. Alors bien entendu, on va aller un petit peu plus loin que ça. On va parler de préparation d'un point de vue économique, préparer le business. On va parler de préparation d'un point de vue, managérial, c'est de préparer le business aussi, mais par rapport aux équipes et par rapport à la structuration. Et puis on va parler de préparer le business d'un point de vue juridique, d'un point de vue due diligence, d'un point de vue, paperasse, hein, n'ayons pas peur du mot. Donc, commençons par le premier point, la préparation du business d'un point de vue économique. Comment est-ce qu'on vend sa boîte? Tout le point, c'est de savoir que quand on vend son entreprise, il y a des risques que la vente n'ait pas lieu dans les conditions dans lesquelles on les attend. Alors au départ, ça va être de proposer son entreprise à un intermédiaire qu'on aura repéré comme étant efficace, ayant une expérience dans le domaine, ayant un réseau d'acheteurs, ayant une spécificité sur la typologie d'industrie dans laquelle on va être, etc. Il va prendre le mandat. OK. S'il prend pas le mandat, il y a une vraie question à se poser sur comment est-ce que je vais pouvoir faire tout ça. Donc, comment est-ce que je vais arriver à optimiser déjà le fait de pouvoir me préparer, et ce sera pas la fin de l'histoire, mais au moins me préparer à être pris en compte et que mon intermédiaire que j'ai identifié comme étant le bon accepte de prendre le mandat. Juste comme ça pour donner un peu de contexte, il y a grosso modo un mandat sur 3 qui est pris par les intermédiaires. Les 2 autres mandats ne sont pas acceptés parce que les demandes de l'entrepreneur sont décalées par rapport à la réalité du marché. Alors, notre conseil, nous, par rapport à tout ça, c'est effectivement de se dire il faut que je me prépare d'abord économiquement. Et qu'est-ce que ça veut dire que de se préparer économiquement? Si on considère que dans les techniques d'évaluation du montant de combien vaut une entreprise, la principale, c'est la technique qu'on appelle des multiples de marché, à savoir je prends mon EBITDA, le résultat avant impôts, taxes, dépréciation et amortissement, et je le multiplie par un facteur multiplicatif qui va dépendre de l'industrie, qui va dépendre du lieu où je suis positionné. Donc par exemple, pour donner quelques chiffres, sur, 2022-2023, le multiplicateur, si on est dans des, industries construction technologie, par exemple, ça va être 3,9 fois 3,9. Donc on prend l'EBITDA, le profit avant impôt, on multiplie par 3,9. Si on est dans l'automobile, le transport, la logistique, on est à 4,1. Le commerce de gros, 4,2. L'hôtellerie et le tourisme, 4,3. Les médias, marketing communication, pardon, 4,8. Distribution, industrie, production, on est en dessous des 5, on est à 4,7, 4,9. On passe au-dessus des 5 quand on est dans les services aux entreprises, dans l'agroalimentaire, dans l'e-commerce. On passe au-dessus des 7 quand on est dans les services informatiques, dans les services de santé, dans les produits pharma et dans le développement de logiciels. Voilà. Donc, sur ces chiffres-là, on va aller d'un multiplicateur de, disons 4 à un multiplicateur de 7. Et bien entendu, on n'a pas parlé là-dedans du fait qu'on peut aussi augmenter, le multiplicateur si, par exemple, on a un business model qui va avoir une récurrence. Parce que l'acheteur va finalement acheter un loyer, puisque les revenus sont anticipables. Il y a beaucoup d'autres facteurs effectivement qui vont rentrer en ligne de compte, notamment la taille critique, notamment les optimisations possibles. Certaines personnes, pour faire plus simple, utilisent l'excédent brut d'exploitation à la place de l'EBITDA. C'est l'épaisseur du trait en ce qui nous concerne. Et donc ça amène à quoi? Ça amène à se dire que pour avoir le meilleur résultat, il faut faire l'expression anglaise c'est cost saving, c'est-à-dire non pas de tuer les coûts,
mais d'économiser les coûts pour pouvoir optimiser de façon à avoir un résultat qui va être le meilleur possible sans mettre en péril l'entreprise. Si j'arrête tout entretien sur les machines qui me permettent de produire, bien sûr que je vais gagner de l'argent, c'est du cost scaling. Cost saving, ça va être de passer, par exemple, d'un contrat où on va faire entretien, plus main-d'œuvre, plus etc., de façon à pouvoir garder ces machines encore 20 ans, versus on va prendre un contrat qui va être ultra light, qui permet de s'assurer qu'on arrive encore à garder les machines 3 à 5 ans de manière vendable sans être surperformante, mais qui vont permettre, par exemple, de réduire le coût du contrat de 30%. L'intérêt, c'est que si je gagne 30%, que je multiplie par 5, qui est le facteur EBITDA moyen, je vais augmenter d'autant la valeur de mon entreprise. Préparation économique également, dans le fait de pouvoir déposer des brevets de marque, des patents, de créer de la propriété intellectuelle, d'être propriétaire des, euh, des noms de domaine, des marques qu'on aura développées ou des modèles que l'on a. La technologie? L'idée, c'est que absolument, technologie également. Il va y avoir un intérêt également à préparer de l'immobilier digital. L'immobilier digital étant dans notre façon de réfléchir aux côtés des entrepreneurs, une image pour dire que de la même façon que quand on achète un immeuble et qu'on le met en location, ben, on a des revenus récurrents entre guillemets passifs. L'immobilier digital, ça va être de mettre en place un écosystème digital qui va nous permettre d'avoir un approvisionnement en leads, en prospects, en clients et des produits à vendre de manière automatisée sur ce qu'on est capable de faire, que ce soit un produit physique ou un produit digital, que ce soit un B2B ou un B2C. La limite là-dessus, c'est la capacité à réfléchir de manière alternative et de se dire oui, c'est possible et donc comment est-ce que je vais le chercher? Et non pas de se dire bah oui, ça n'existe pas donc je l'ai pas. On a une préparation possible aussi sur, comme tu le mentionnais tout à l'heure, la récurrence des clients. Récurrence des clients, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que non seulement je facture de manière régulière mes clients, mais que j'ai la preuve matérielle et donc juridique du fait que les clients me doivent bien de l'argent de manière régulière. Donc ça veut dire qu'on a des contrats. Si on a ça, alors du coup, on a effectivement la capacité de dire qu'on a un portefeuille, au vrai sens du terme. Et que dans le processus où on va arriver à faire cette due diligence, on va pouvoir démontrer qu'on a effectivement la récurrence et la capacité d'avoir ces clients depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Dès lors qu'ils acquièrent l'entreprise, ils acquièrent également par transfert automatique la légitimité de faire appliquer ces contrats. Il faut pas oublier que, au final, la valorisation d'une entreprise ne dépend pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que de la capacité de l'entreprise à avoir de la tech et qu'on peut parfaitement, créer de l'innovation sans technologie. Au passage, on a fait une vidéo sur ce sujet-là récemment, donc ne pas hésiter à regarder la vidéo, Innover sans tech. La réalité, c'est effectivement qu'en innovant sur le business model, sur le modèle d'affaires, on peut parfaitement arriver à créer de la valeur. Si on prend un exemple, que tout le monde comprendra, ça peut être Netflix, ça peut être Uber, ça peut être, Airbnb. Bien entendu, il y a de la technologie derrière, mais bon, c'est des sites internet, qui sont de l'immobilier finalement digital, mais c'est pas ça qui fait la valeur du site, ou des business. Ce qui fait la valeur des business, c'est la capacité à créer un système de vidéo à la demande, à 10 € par mois. C'est le business model qui compte. C'est le fait de créer, un système de place de marché dans lequel n'importe qui peut louer n'importe quel appartement moyennant un prix et derrière une commission qui va simplement être partagée entre le propriétaire du bien et la plateforme. C'est une question d'innovation de modèle, et cetera, et cetera. C'est là que se fait la valeur. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'être d'immenses corporates auxquels nos clients ne s'identifient pas, comme Netflix, Apple, Tesla ou les autres pour pouvoir mettre ça en place. Ce sont des sujets qui se mettent en place sur des boîtes qui font 500 000, 1 million, idéalement 2, 3, 4 millions, et évidemment de manière pas très compliquée quand on fait une dizaine de millions. Il y a donc dans cette préparation économique le fait aussi de préparer un nouveau produit ou un nouveau service pour le type de cible vers lequel on veut s'orienter. Quand on parle de cible, hein, on ne parle pas de cible de client, on parle de cible d'acquéreur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il va y avoir nécessité de réfléchir de la même façon qu'on a réfléchi vis-à-vis de nos clients actuels à qui est mon client ou quels sont mes 2 ou 3 clients idéaux. On va réfléchir à qui est ma cible qui va avoir le plus de chances d'être intéressé pour acquérir l'entreprise que j'ai. Et donc, en fait, on va transformer
le produit ou le service qu'on vend vers notre client par mon entreprise, elle est le produit pour quel type d'acquéreur. Et donc, on va développer des réflexions sur quel type de nouveaux produits on va pouvoir mettre en place. Exemple, j'ai la taille critique, je sais que le fait d'avoir de la formation est quelque chose qui est attractif et me permet d'augmenter mon facteur multiplicatif. Je vais décider stratégiquement d'ouvrir une école de formation. Et donc, cette école de formation, une fois qu'elle existe, elle est extrapolable à d'autres personnes sur le métier, selon la pression du recrutement dans la région dans laquelle on est, avoir une valeur ajoutée et pouvoir créer une attractivité vis-à-vis des clients ou une induction de référencement par rapport aux politiques, de la recommandation, etc. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier que la personne qui achète l'entreprise, l'achète pour une raison et donc il faut pouvoir se mettre dans ses baskets finalement et se dire que, un tel va racheter mon entreprise parce que. Des fois, c'est parce qu'il veut tuer mon entreprise et puis garder sa technologie en leader, donc il va nous racheter pour nous faire disparaître, c'est un point de vue. Mais dans la majorité des cas, il va se dire: «Je rachète cette entreprise parce qu'ils vont me donner accès à un portefeuille client. Je rachète cette entreprise parce qu'ils ont une spécialité que je n'ai pas». Donc je vais mettre mon logo sur leur entreprise et puis, je vais le récupérer. Ou bien je vais leur laisser leur logo et leur identité de marque, mais ça va faire partie de mon portefeuille d'entreprise et ça veut dire que je vais avoir des parts de marché, qui vont être plus larges avec différentes marques, mais je vais être leader d'une manière générale en tant que groupe et c'est ce qui se passe par exemple avec la pharma, avec, l'automobile. On n'a pas besoin de faire de la pharma et de l'automobile pour faire ce genre de choses, mais c'est un exemple qui est parlant assez facilement. On pose des briques les unes à côté des autres et on occupe un marché. Voilà pour ce qui est la partie économique, on va dire, de la préparation. Et il y a également une préparation managériale à opérer. L'idée est la suivante, c'est que on arrive à vendre une société dans la mesure où moi, entrepreneur qui suis propriétaire de cette entreprise, je ne suis plus indispensable. Si je suis toujours indispensable, jamais j'arrive à la vendre. Et donc, comment est-ce que je vais arriver à faire fonctionner ma boîte sans moi-même? Globalement, soit avec des personnes à qui je vais déléguer, et donc ça veut dire qu'il va falloir que je mette en place un système managérial de fonctionnement de l'entreprise qui ne dépende pas de moi et des délégations qui y sont attachées, soit autre possibilité, et c'est en général complémentaire, mettre des process pour pouvoir faire fonctionner ces gens dans un environnement qui est compréhensible et qui va permettre d'optimiser l'ensemble. Le sujet du managérial, il est d'autant plus important que finalement, il y a la partie équipe et donc organisation de l'entreprise, c'est sûr, mais il y a aussi, un élément de mindset qui est dans la tête du bonhomme, qui est dans la tête de l'entrepreneur parce que beaucoup d'entrepreneurs considèrent que leur boîte, c'est leur gagne-pain, c'est leur bébé, c'est leur salaire et donc ils ne peuvent pas concevoir le fait de ne plus être indispensable dans leur boîte. Pour eux, c'est se mettre en danger que d'envisager de ne plus être dans la boîte. On a même vu des entrepreneurs qui, avaient réussi à devenir totalement redondants, totalement, dispensables dans leur société et parce qu'ils s'ennuyaient finalement sont revenus dans leur société, qui tournaient sans eux, mais qui ont finalement réussi à casser cette logique de moteur bien huilé, simplement en revenant. Donc le sujet du mindset est vraiment important. Quand on veut vendre sa boîte, il faut penser à la préparer économiquement, il faut penser à la préparer managérialement et il faut aussi se préparer dans sa tête. Alors il y a effectivement le mindset qui est un point important dans cette préparation managériale. Il va y avoir une préparation aussi sur l'optimisation des charges de travail, sur l'âge des moyens des salariés. On ne parlera jamais assez du fait que avoir une société qui ne tourne que avec des stagiaires ou des alternants n'a pas de valeur. De la même façon, des gens qui sont au bord de la retraite vont être des coûts puisqu'il va falloir payer leur départ à la retraite et en plus, il va falloir les renouveler. Donc là, c'est 2 fois perdant. Ces éléments-là sont des éléments qui sont à anticiper. L'idée étant de prendre en compte comment est-ce qu'on peut opérer de manière intelligente, et il y a des techniques pour le faire, pour que l'entreprise me survive en termes de fonctionnement, au-delà de qui je suis moi en tant qu'entrepreneur. Il y a un vrai intérêt à parler d'actifs ici au final. Le fait de dire qu'une entreprise devrait être un actif qui travaille pour son propriétaire, pour le chef d'entreprise, c'est un peu la même chose que de dire que finalement, une maison est un actif, un placement financier est un actif, une entreprise est un actif et à ce titre-là, une équipe, pardon, doit être un actif aussi qui travaille pour l'entreprise, pour l'entrepreneur et dans les étapes suivantes pour les acheteurs. C'est ce qui fait d'ailleurs que dans cette préparation managériale, il faut aussi avoir
une approche qui soit assez standardisée sur quels sont les modes de recrutement, quels sont les modes de rétention des talents qu'on veut garder dans l'entreprise. Et ça doit faire partie des éléments vraiment importants à réfléchir et à préparer dans cette dynamique qu'on imagine au moins 18 mois, 24 mois, des fois 36 pour arriver à l'optimum de ce qu'on peut faire avec l'entreprise existante. On va rajouter un dernier point, qui n'est pas des moindres, qui est le fait que dans cette préparation managériale, il va y avoir la préparation managériale à l'opération de la vente elle-même, à savoir s'entourer avec des spécialistes qui vont nous permettre de bonifier la vente de l'entreprise. Si on reprend l'exemple avec le facteur moyen du multiplicateur à 5,3 qu'on évoquait tout à l'heure sur les l'EBITDA, si on imagine qu'un prestataire a un coût de 10 000 euros, en fait, si on voit que ce prestataire a la certitude de nous ramener 5 000 euros de gains, ça va nous permettre de faire une économie en vendant à 26 500 euros, 5 000 d'économie fois 5,3. Et donc, en fait, c'est un investissement à 450%. Le calcul est vraiment terrible. Ça se joue sur les grands pôles de l'accompagnement qui sont nécessaires, à savoir le préparateur, le transacteur et puis le cabinet d'avocats. Ce qui nous amène au troisième point de la discussion qui est, pour bien vendre, il faut préparer, préparer, préparer. Donc préparer économiquement, préparer managérialement et préparer juridiquement. C'est vrai qu'il y a ce troisième préparé juridiquement. Alors, on va mettre juridique finance dans le même paquet. Je ne sais pas si les avocats et les comptables seraient très contents du sujet, mais en tous les cas, ils vont l'être de savoir qu'il est indispensable de pouvoir compter sur leur expertise et leur savoir-faire pour pouvoir optimiser la valeur de l'entreprise. Il va falloir documenter la due diligence, c'est cette étape qui est extrêmement importante. Il y a aujourd'hui des logiciels qui permettent, entre guillemets, de préparer une data room et donc un environnement dans lequel on va avoir sauvegardé tous les documents pour qu'ils soient faciles d'accès, qu'on sache qu'il y a tout qui est prêt, donc c'est quelque chose. Il va falloir contractualiser les liens aussi bien avec les clients, on le mentionnait tout à l'heure, mais aussi avec les fournisseurs. Pourquoi ? Parce qu'on va vouloir avoir des fournisseurs qui vont avoir des labels RSE, des labels de décarbonation, des labels de bonne pratique, des labels d'inclusion. Cette contractualisation, c'est la garantie du fait que quand on travaille avec ces gens-là, eh ben oui, ils ont des garanties qui vont permettre de faire ce qui est promis à nos clients et donc qui vont correspondre aux normes de ce que la personne qui va vouloir acheter va être prête à payer pour acheter ça. Il va y avoir aussi la préparation sur peut-être du montage juridique en faisant des simulations de retraite, des simulations d'encaissement. Faut voir un truc, c'est que quand on vend sa société 3 millions, combien va-t-on toucher ? Ce calcul-là, c'est celui qui véritablement nous permet de dire, OK, je vais vendre ma société 3 millions, mais moi, je touche combien ? Se dire pour quel motif je vends mon entreprise et tout le sujet, c'est-à-dire que si c'est pour la retraite, c'est pour la retraite. Si c'est pour vendre à mes descendants, à mes enfants, c'est autre chose. Si c'est pour optimiser l'équipe et ce qu'on veut laisser derrière soi, c'est encore autre chose. Ce qu'il faut voir, c'est que 82% des entreprises familiales n'ont absolument rien formalisé sur leur gouvernance. Tant dire que c'est un endroit sur lequel il y a un vrai risque. Non pas de ne pas vendre son entreprise à ce niveau-là, mais même si on l'a vendue et qu'on l'a mal vendue, est-ce que ça nous permet de faire ce qu'on voulait faire ? Avec quel niveau d'acceptabilité ou de frustration, etc. Donc en fait, ça nécessite de simuler, de resimuler à chaque fois qu'on change les variables. On aime bien l'image de la boîte noire quand on parle de structuration juridique. Est-ce que tu peux élaborer un peu sur le concept? Alors oui, j'allais enchaîner là-dessus. Effectivement, le point, c'est que dans cette préparation, l'idée, ça va être de dire que on va pas faire que notre entreprise est une boîte noire pour le possible acquéreur, mais va être au contraire une boîte transparente dans laquelle il va pouvoir voir de l'extérieur la totalité du motif pour lequel il va investir et acheter cette société et qui vont nous permettre à nous, vendeurs, de clarifier notre perspective, de dire, OK, aujourd'hui, je vais toucher 30 ou 50% du prix de ce sur quoi on va s'entendre, mais j'ai toutes les garanties de me dire qu'à 2 ans ou à 3 ans, je vais toucher le reste de mon argent, voire plus. Donc vraiment, le point, c'est ça, c'est de transformer la boîte noire en aquarium avec des choses qui vont être claires et possibles de mettre en perspective pour le futur. De la même façon, il va falloir préparer aussi
le mode de transfert de la trésorerie et du cash au moment de l'exit. Cette trésorerie, on va pas vouloir la reprendre de la même façon si on part à la retraite ou si on veut remonter un autre business, où là, il va y avoir un intérêt à pouvoir utiliser des modalités fiscales de réinvestissement avec des plans qui vont être plus avantageux d'une façon ou d'une autre. Je rentre pas dans les détails puisque la vidéo va changer tous les ans avec les plans fiscaux, mais la logique reste exactement la même, dans le sens où cette préparation juridique va nécessiter de l'intelligence et du savoir-faire de spécialistes, en l'occurrence qui vont être avocats fiscalistes, voire notaires même, si on parle de pacte Dutreil dans ce qui existe aujourd'hui. Il y a un dernier point qui est un point qui va résumer un peu l'ensemble juridique économique et managériale, qui est en fait le nettoyage des comptes, tout simplement. On l'a pas dit, mais c'est une évidence que les comptes vont nécessiter d'être préparés. Et quand on va vendre sa société, l'acquéreur va pas regarder le dernier bilan, il va regarder les 3, voire les 5 derniers bilans. Donc si on n'a pas commencé à nettoyer les comptes avec des clients douteux, des dettes en sursis, des investissements pas faits, des charges bizarres. Dernier exemple en date, si l'entrepreneur prend un salaire à 2 000 euros par mois, égale 24 sur l'année, qui prend des surcharges de 15 000 euros par an, ça va donner 2 signaux à l'acquéreur. Un, c'est qu'il est incapable de mettre un manager qui va être payé 2 000 euros par mois, donc c'est pas possible. Deux, si moi qui vends, j'explique que en fait je prends 15 000 en charge, en frais, en faux frais, en voyage, en machin, ça veut dire que mes comptes vont être bizarres et qu'on va me demander une garantie de passif, ce que je veux pas donner, ou alors que les comptes ils sont un peu bidouillés. Donc en fait, on ouvre des boîtes de Pandore de choses qui sont pas faites, et si on le fait au dernier moment, ben en fait, dans l'analyse qui va être faite, on va se dire mais alors pourquoi est-ce que c'est passé de 25 à 55 votre salaire? Et donc l'antériorité de ce nettoyage des comptes va être indispensable pour savoir comment caler le discours dans l'optimisation avec notre interlocuteur. Quel est le test majeur qu'on peut soumettre pour quelqu'un qui veut vendre sa boîte demain? Quelle est la question qu'il faut se poser? Est-ce que mon interlocuteur acheteur va se retrouver avec un aquarium ou avec une boîte noire en face de lui quand je vais devoir lui présenter tout ce que je dois lui mettre dans la due diligence et dans la data room? C'est un premier sujet et je pense qu'il y en a un second. Et le second, c'est quel type de cible d'acquéreur je veux avoir en face de moi pour pouvoir répondre au mieux à la façon dont je peux valoriser au mieux mon entreprise. Est-ce qu'il y a une différence d'enjeu selon la taille de l'entreprise? Par exemple, je vends une entreprise qui va faire 2 000 000, 3 000 000 de chiffre d'affaires et de mémoire, 2 000 000 à 5 000 000, ça représente 60 des ventes d'entreprise. Par contre, mon entreprise fait 7 à 10 millions, ça fait 20 des ventes. Donc ça nous donne 2 profils d'entreprise. Est-ce que les enjeux sont différents en termes de préparation, préparation, préparation? Les modes de préparation vont être plus approfondis, plus techniques. La réalité, c'est que ça change rien à l'approche globale qui vient d'être proposée, à savoir, oui, il faut préparer économiquement, oui, managérialement, ça doit être préparé également, et oui, enfin, financièrement et juridiquement, le sujet doit être calé. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a un autre mot de la fin? Il n'y a pas de risque quand on monte son business de commencer à réfléchir à quand est-ce qu'on va partir, à quelle échéance et pour combien. Et donc, il vaut mieux y avoir réfléchi 10 ans ou 20 ans en avant et changer d'avis au milieu parce qu'on aura commencé à préparer quelque chose que de ne jamais y penser et de se dire, bah, voilà, dans 3 mois, il faut que je vende ma boîte. Ben, vaut mieux aller au casino et tout mettre sur le 24 rouge. Donc 24 rouges, on évite, on anticipe, on anticipe, on anticipe et puis si on a besoin d'astuces et de suivi et d'accompagnement pour faire tout ça, et ben, comme d'habitude, on prend contact avec les valorisateurs d'entreprise d'Impactify et puis nous, ben, on vous retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine. À très bientôt. Eh, psst, si vous avez trouvé cette vidéo utile et à votre goût, alors pensez à laisser au moins un like et un petit commentaire en dessous. Et puis tant que vous y êtes, profitez-en pour regarder les autres vidéos de la chaîne pour toujours plus d'astuces pour scaler votre business et faire de mieux en mieux. Et puis moi, eh ben, je vous retrouve dans la suivante. À la prochaine.